Bonjour, la conception hygiénique est d'une part une obligation, mais également une source d'économie. Alors c'est un débat que nous allons faire autour de 5 invités. Erwan Billet, qui est le gérant de IDIAC, mais également président de l'EHEDG France. Également Philippe Rizoulière, vous êtes Project Manager chez Bocard. Driss Aziani, vous êtes directeur sécurité des aliments et qualité en industrie chez Lactalis. Salwa El-Janati, vous êtes auditeur conseil sécurité des aliments également chez Lactalis. Et Olivier Courreau, vous êtes ingénieur R&D agroalimentaire chez GSF. Merci de participer à ce débat. Alors je demande avec vous, Erwan Billet, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler rapidement quelle est la démarche de l'EHEDG de façon rapide? Oui, alors déjà bonjour à tous. L'EHEDG est une organisation à la fois européenne, internationale et bien sûr française, avec l'EHEDG France. Son objectif, c'est de vraiment promouvoir la conception hygiénique en France et à l'international. Alors ça, c'est le côté association de l'HEDG. Vous avez une autre fonction, c'est celle de conseil. Oui. Comment ça se passe chez les industriels actuellement? Ils sont à l'écoute, sur le terrain, ils prennent en compte cette problématique? Alors, tout dépend en fait de l'activité, du secteur d'activité en agroalimentaire et puis de la taille de l'entreprise. De plus en plus, la conception hygiénique est un point important. C'est une demande des industriels par rapport à leurs problématiques sécurité alimentaire et puis par rapport à leurs problématiques économiques. Donc on a tous les cas de figure. On a des entreprises, effectivement, et c'est le cas de Lactalis, qui intègrent complètement la conception hygiénique sur leur site industriel. Et puis vous avez des entreprises qui sont vraiment au balbutiement de cette conception hygiénique, qui ont du mal à visualiser comment l'intégrer. Donc on est là pour les aider. Quel est déjà le périmètre qui est concerné? Est-ce que ce sont uniquement les machines? Est-ce que c'est un site complet? Est-ce que les flux d'air sont concernés? Est-ce qu'on va jusqu'au bâtiment? Quel est le périmètre de cette conception hygiénique? Alors c'est très global. C'est vrai que la conception hygiénique, on a souvent l'impression que c'est simplement la ligne de production, alors que ça va jouer et on va travailler sur l'ensemble d'un site industriel en partant de l'extérieur du bâtiment et en se rapprochant petit à petit vers la ligne de production. Donc effectivement, les flux d'air sont pris dans la conception hygiénique, dans l'analyse, mais aussi les rejets d'eau, tout ce qui est implantation végétaux à l'extérieur, etc. Donc c'est vraiment très global. Et l'impact, c'est quoi? Une mauvaise conception d'une machine, c'est un impact, on peut le quantifier comment? Alors on va pouvoir en parler parce que c'est effectivement la problématique. L'impact est à plusieurs niveaux. Une mauvaise conception hygiénique, c'est bien sûr un risque sanitaire important pour le produit alimentaire. On a des contaminations qui sont liées à du matériel qui ne peut pas être nettoyé correctement, donc un impact direct sur le produit. Mais on a aussi des impacts économiques très 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 importants et de plus en plus importants en termes de consommation d'eau, de coûts énergétiques, de temps de nettoyage ou d'arrêt de production, de coûts de maintenance. Et ça, c'est quelque chose qui augmente dans les années en fonction du vieillissement de l'outil de production. Donc mieux c'est conçu, plus la conception hygiénique est intégrée et moins on a de coûts économiques. Voilà. Donc je comprends bien la problématique, c'est quand même assez complexe. Est-ce qu'on a des outils qui permettent de visualiser tout ça, de le quantifier? Est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il faut tout le temps passer par des conseils extérieurs? Qu'est-ce qui existe? Alors des outils qui permettent de tout maîtriser, tout visualiser, ça malheureusement on aimerait bien en avoir. Ce serait bien pour tout le monde. Mais c'est assez complexe et c'est tellement complexe qu'effectivement il faut faire des diagnostics et des audits globaux et souvent effectivement ce sont des audits externes qui nous permettent d'analyser toutes les problématiques. Chaque site industriel est différent, donc chaque problématique est différente. Alors je me tourne vers vous, Philippe Rizoulière. Vous êtes... Bocard est un tuyauteur, j'allais dire, mais bon, vous allez plus loin, vous allez nous l'expliquer. Vous êtes aussi fabricant d'installation. Comment vous accompagnez les clients dans cette démarche? Oui, donc Bocard était à l'origine effectivement tuyauteur. Aujourd'hui, on a pris une autre dimension qui est la dimension d'ensemblier industriel. Et on travaille essentiellement donc, à l'international aujourd'hui. Et l'on suit notamment des grands comptes français dans les produits frais, voire dans les plats cuisinés, sur leur développement à l'export.
La problématique de l'hygiénicité des équipements, chez nous, c'est quelque chose qui est une préoccupation de tous les instants. Dès le début, j'allais dire, du projet, dès la phase de conception, on va s'appliquer à concevoir des installations qui vont être les plus hygiéniques possibles. Cette dimension nettoyabilité est d'entrée de jeu dès la conception prise en compte. Alors nous ne travaillons pas sur la partie bâtiment, mais on va travailler sur la partie conception hygiénique des lignes de production, et également sur le volet station de nettoyage automatisée. La partie conception hygiénique rentre en ligne de compte à partir de la conception, donc en avant-projet. Et puis dans tout le déroulement du projet, elle va aussi entrer en ligne de compte dans la sélection d'équipements que l'on va installer sur la ligne. Donc évidemment, on va préférer intégrer des équipements qui ont cette certification HEDG. Ça va être évidemment un plus et un gain et un certificat déjà de bonne conception de matériel. Mais néanmoins, il faut être vigilant sur la mise en œuvre de ces équipements. Il faut aussi les intégrer convenablement sur la ligne de manière à ce qu'ils soient parfaitement hygiéniques. Et votre métier a évolué là-dessus. Vous prenez une place plus d'ingénierie, enfin, vous prenez de la hauteur, entre guillemets. Oui, de plus en plus, on voit qu'on n'est plus simplement installateur de machines, mais de plus en plus, on a de la valeur ajoutée sur les lignes que l'on va installer, avec proposer finalement des garanties sur les KPI, sur les Key Performance Indicators, et de plus en plus les consommations d'eau, les temps de nettoyage, les pertes produits rentrent en ligne de compte. La conception hygiénique a un grand rôle à jouer sur ces indicateurs. Et vous avez des outils, vous avez des logiciels qui vous permettent de savoir quelle est la meilleure solution? Comment vous travaillez? Alors on travaille à différents niveaux. On n'a pas vraiment de logiciel, mais ça va être une attention de tous les instants, en fait de tous les intervenants qui sont dans le cadre du projet. Donc j'ai parlé d'avant-projet, donc le schéma de principe, la conception, les équipements que l'on va intégrer, la conception de la ligne. Et ensuite on va avoir, lorsqu'on passe sur du dessin 3D, par exemple de modules, on a nos dessinateurs industriels au bureau d'études qui ont déjà une formation, une sensibilité agroalimentaire, hygiénicité des composants. Et donc là, avec le chef de projet, avec éventuellement des sachants techniques, on va s'appliquer à concevoir en 3 dimensions quelque chose qui va être aussi hygiénique. Une fois qu'on passe en atelier de préfabrication, on essaie de garder cette compétence aussi en interne sur différents sites de production éventuels qui peuvent être en France ou aux États-Unis ou à d'autres endroits, en Pologne par exemple. On va s'appliquer aussi à ce que nos équipes soient formées, nos équipes de soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, soient formées à ces montages hygiéniques, à la bonne qualité de réalisation des soudures sur le matériel et de manière à garantir une bonne exécution. Et ensuite, on a une étape supplémentaire lorsqu'on va passer à l'automatisation des procédés. Là aussi, nos automaticiens sont des gens qui ont une expertise agroalimentaire et qui vont aussi, au travers de la mise en œuvre et de la programmation, piloter les équipements, notamment au moment du nettoyage. Et le pilotage du nettoyage est aussi un volet très important pour avoir une bonne nettoyabilité de la ligne et de ne pas éviter de perdre du temps ou éviter de gaspiller des solutions. Donc on a des choses qui sont assez pointues aussi sur ce pilotage. Et ensuite, on a le volet mise en route. Là aussi, on va s'appliquer à ce que de plus en plus, on aille vers des solutions finalement plug and play et d'essayer de bien préparer les choses pour qu'au moment de la mise en route, on perde le moins de temps possible et qu'on ait une accélération importante entre le moment où on démarre et la production au stade nominal tel qu'elle était prévue. Alors en fait, moi je vous parlais de logiciel et vous me parlez d'humain. En fait, il n'y a pas de logiciel qui règle le problème. Non. C'est la compétence dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'automatisme qui fait qu'on y arrive. C'est toute la chaîne. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une chaîne humaine chez vous en interne. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la conception hygiénique, ça devient un argument de concurrence, un argument de vente, donc valorisant ou en concurrence avec vos confrères qui n'ont peut-être pas cette compétence. Vous l'utilisez, ça, c'est vraiment un argument? Alors, notre argument principal, c'est de pouvoir maîtriser de bout en bout, en fait, sur des projets clés en main. C'est là où on a une grosse différenciation par rapport à nos confrères. C'est qu'on va pouvoir piloter de A jusqu'à Z, plutôt que d'éviter de travailler finalement avec de la sous-traitance, parfois avec des choses qu'on va moins maîtriser. Là, on a ces compétences en interne de manière à pouvoir maîtriser l'ensemble. Et c'est d'autant plus vrai qu'on va travailler de plus en plus, notamment en France, sur des modifications d'installation, où on va travailler sur des interventions en temps limité, avec des redémarrages donc rapides,
Et là, on a besoin d'avoir une équipe, entre guillemets, commando, donc vraiment un gros travail d'équipe, d'abord de préparation et ensuite d'organisation. Et si on travaille avec, j'allais dire, que des sous-traitants, ça va être très très difficile de fédérer tout le monde dans le bon sens et de rester sur le timing qui était prévu. Alors, avant de passer sur un client final, vous proposez des solutions à des clients finaux. Comment vous leur expliquez que ça sera peut-être plus cher? Parce que j'imagine que c'est pas On n'est donné. pas les moins chers, effectivement. Vous n'êtes pas les moins chers. Comment vous arrivez à leur expliquer que ça va être plus cher? Comment vous arrivez à valoriser que le ROI va être peut-être meilleur alors que c'est plus cher? Comment vous faites? La prise en compte, c'est de leur expliquer notre démarche, de leur faire visiter nos installations, d'expliquer effectivement nos méthodologies, qui sont assez différentes finalement de ce que peuvent mettre en œuvre nos confrères. Et c'est au travers de ça qu'on peut arriver à valoriser. C'est vrai que c'est difficile pour un industriel que l'on va rencontrer de passer tout de suite une commande ou de se décider pour nous, d'autant qu'on n'est pas forcément les mieux-disants. Mais on voit bien que lorsque l'effort a été fait, lorsqu'on est arrivé à rentrer sur un site, on le garde. Parce que là, vraiment, les gens se rendent compte au travers de la réalisation de la qualité de ce qu'on propose. Mais il y a encore des difficultés. Oui, c'est toujours difficile de changer ça de rejoint ce que fournisseur. vous disiez il y a 2 secondes. Oui. Et de plus en plus aussi, on intervient en service sur des prestations où on va aller faire du diagnostic sur site, sur des installations existantes, pas forcément les nôtres, des choses qui existent sur site, et on va pouvoir proposer des pistes d'amélioration. Alors parfois, c'est pas que vendre du matériel, mais c'est proposer des solutions à l'industriel pour aller progresser, parfois sur les nettoyages, sur des améliorations de DLC qui passent par des bonnes pratiques et sans forcément remettre en cause la ligne au niveau équipement. Alors, on va passer côté client, justement, on va en profiter. Lactalis, un groupe connu. Déjà, Driss Aziani, comment vous faites? Parce que j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de sites qui existent. Est-ce que toute cette conception hygiénique, on peut l'améliorer sur un site existant? Parce qu'on ne fait pas tous les jours une usine neuve, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, plus de 220 sites dans le monde. Inutile de vous dire qu'ils ne sont pas au même niveau de conception hygiénique, c'est clair. Donc, la première voie d'amélioration et d'utilisation de la conception hygiénique, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, la conception hygiénique mal nécessaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous guide, ce sont les retours clients et consommateurs, parce qu'on est là pour ça. On veut que nos clients soient contents, on veut que nos consommateurs soient contents. Et en fonction de ce retour, de plus en plus, on va pousser nos investigations et on intègre cette notion de conception hygiénique. Et de plus en plus, on en trouve qu'en faisant notre analyse des causes racines, on arrive à des défauts de conception hygiénique. On corrige. Donc ça, c'est l'action corrective. C'est une correction. On en profite aussi pour faire de la prévention, parce que l'autre question, c'est est-ce que j'ai la même chose sur les autres lignes et je corrige? Est-ce que j'ai la même chose sur les autres usines et je corrige? Donc là, on est dans ce que j'ai appelé conception hygiénique mal nécessaire, parce qu'on le fait parce qu'on a mal, quelque part. Et on veut être profitable, on veut que nos clients et consommateurs soient toujours fiers et contents d'acheter nos produits. Alors, Lactalis, à un moment, peut-être moins maintenant, mais fabriquer aussi des machines ou fabriquer des équipements à l'interne. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que vous intégrez cette conception hygiénique également dans les produits que vous concevez? Alors, je vous ai parlé de la conception hygiénique mal nécessaire, et là, je vous parle de la conception hygiénique consubstantielle, celle qui fait partie du travail de tous les jours. Et nous, on y croit à ça. Alors, nous, service équipement aujourd'hui, oui, fait encore et participe à l'élaboration d'équipements, mais on a la même politique pour nos services internes que pour nos fournisseurs. En fait, on intègre la conception hygiénique dans ce qu'on appelle la planification de la qualité. Pour chaque nouvelle machine ou installation, on a une checklist qui intègre toutes les notions de conception hygiénique. Ça peut être le traitement de l'air, la nettoyabilité, les pentes, matériaux utilisés. Donc tout ça, c'est sous forme d'un pense-bête utilisé pour qu'on n'oublie rien. Et l'étape d'après, bien sûr, c'est une réception provisoire, des essais, réception définitive dans laquelle
on teste cette partie conception hygiénique parce que c'est très important. Faire bien du premier coup, c'est forcément moins de coûts de non-qualité par la suite. Donc ça a un aspect économique, c'est clair, et plus de satisfaction de nos clients et consommateurs. Donc ça veut dire que cette checklist que vous avez pour vos équipements internes, c'est ce que vous intégrez dans le cahier des charges. Pour vos fournisseurs extérieurs, c'est la même. Tout à Comment fait. vous faites? Même combat, en fait. C'est donc, en jargon, en qualité, hein, c'est ce qu'on appelle planification de la qualité. Alors, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire, en termes préventifs, qu'est-ce que je peux mettre en place en préventif pour éviter des accidents de qualité et des accidents sanitaires. C'est ça la planification. Donc on va se poser la question sur des termes humains. Est-ce qu'on a besoin de formation? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles personnes? Est-ce qu'on a besoin... et on a toute une série de questions sur la conception hygiénique. Est-ce qu'on a intégré cette notion de nettoyabilité? Est-ce qu'on a intégré la notion de gestion des interdictions pour faire suite à ce que Philippe disait, pour ne pas pouvoir démarrer une machine qui n'a pas été lavée et sanitée? Donc ça, on est sur de l'automatisme. Mais tout ça, c'est un package qui est intégré dans toute nouvelle conception ou modification d'installation. Donc là, est-ce que vous avez ce sont les mêmes bonnes pratiques? On a parlé du fournisseur de machines, d'équipements, un fournisseur de robots par exemple, mais j'imagine que vous avez aussi des intégrateurs, des ensembliers, donc des gens qui ont une vision peut-être plus large de tout le site. C'est le même cahier des charges ou... Alors, pas forcément le même cahier des charges. Si je ne suis pas validé, si j'ai un robot qui n'est pas conforme, par exemple, vous pouvez dire à l'intégrateur, je ne veux pas ce matériel-là. Enfin, vous intervenez à quel stade? Comment vous managez tout ça? Alors, pas forcément les mêmes cahiers des charges, parce que... mais même combat. Ça veut dire qu'on a la même exigence en termes de conception hygiénique. En clair, notre ligne directrice, c'est produit et surface en contact avec le produit. Si le robot il a à intervenir à un moment donné sur le produit, parce qu'il va venir prendre un produit, là, on va intégrer de la conception hygiénique. S'il n'intervient pas, il n'est pas en contact avec le produit, bien sûr, notre cahier des charges va être un petit peu plus différent et il intégrera moins de conception hygiénique. Donc voilà, on a vraiment une philosophie. Notre priorité, c'est tout ce qui est produit, il touche le produit. Hein. On le suit, hein. On suit le lait depuis de la vache à la brique, jusqu'à l'expédition et dans les rayons des grandes surfaces. Et on se pose à chaque fois que la conception hygiénique peut être là pour nous aider à améliorer la qualité, bien sûr, on l'intègre dans nos cahiers des charges. Alors, Salwa El Jannati, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une vision? Est-ce qu'on peut comparer les sites, les différents sites de Lactalis? Est-ce que déjà, vous pouvez nous faire un petit point sur les différents sites mondiaux? Je crois que vous en avez cité. J'ai oublié 200. Oui, c'est ça. Plus de 220, oui. Oui, effectivement, il y a beaucoup de sites toujours dans le domaine laitier, mais avec des process différents, avec des maturités différentes et des expériences différentes. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de benchmarker notre rôle à travers nos audits internes, parce que nous sommes une équipe de 6 auditeurs qui fait un peu le maillage entre les expériences et le benchmark. On évalue les sites sur un ensemble de critères. Donc on a plusieurs grilles qui sont sur la sécurité des aliments et la qualité en industrie. Dans ces grilles-là, on va intégrer les principes de conception hygiénique, puisque chaque grille d'une thématique donnée commence par le volet conception. Donc il y a une évaluation de ce cas de figure-là. Sur la partie, donc le résultat de nos audits internes est en soi un indicateur qui permet de comparer les sites entre eux. Mais nous avons aussi d'autres indicateurs. Ça ne se passe toujours pas à l'échelle direction qualité du groupe, parce qu'il y a la notion de division et métier, mais on a des indicateurs tels que par exemple l'efficacité des nettoyages. Ça, c'est un indicateur qu'on peut associer soit à des paramétrages de nettoyage, mais aussi à des configurations et des conceptions d'équipements à laver. Et évidemment, il y a l'indicateur final qui sont les réclamations clients et consommateurs qui viennent évaluer un peu tout ça. Alors on a peut-être démarré rapidement parce que votre métier, si je comprends bien, vous êtes 6 auditeurs internes au groupe Lactalis, mais vous allez voir tous les sites. Oui.
c'est ça? Oui, absolument. peut-être Nous en deux sommes mots. 6. En fait, il y a un service sécurité des aliments, qualité en industrie, donc qui est chapeauté par Driss. Nous sommes 6 auditeurs conseils avec des expériences différentes sur des métiers différents. Et notre rôle, c'est de faire de l'audit, mais pas que, parce qu'on fait aussi du conseil et de la formation sur des thématiques qualité et sécurité des aliments. Donc, on visite toute l'année, on va dire l'ensemble des sites, mais on n'y arrive pas tout le temps, mais on va dire la grande majorité des sites. Et on va, à travers nos audits internes, transmettre de l'information, transmettre de l'expérience, transmettre des benchmarks sur d'autres sites, sur des problématiques, mais aussi des solutions. On a aussi chacun, par son métier, des dossiers de veille à gérer. Et donc des dossiers sur lesquels on doit monter en expertise pour amener un peu plus d'infos et d'expertise au site. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous transférez ce que vous avez appris au fur et à mesure sur les sites. Absolument. Tous les ans, quand vous retournez sur un site, vous Absolument. avez... Absolument. L'audit interne, c'est un moyen. Bon, ce n'est pas le seul outil, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'outils. Nous avons aussi d'autres supports de communication, des guides qui vont un peu synthétiser l'expérience. Mais aussi, par exemple, si on parle que de la partie conception hygiénique, depuis quelques années, on a monté un module de formation interne sur la conception hygiénique qui a été suivi à la fois par les responsables de projet. Bon, on leur apprenait pas grand-chose, mais au moins on était d'accord sur ce qui était dedans, mais aussi sur qui a été en tout cas suivi par des responsables qualité, des responsables maintenance, des responsables production. Donc c'est une démarche aussi de mettre en avant cette notion de conception hygiénique qui effectivement est là dans les cahiers des charges, dans les suivis de qualification et dans toutes les réceptions et l'interface qu'on a avec nos fournisseurs. Mais l'idée aussi, c'est d'aller plus loin sur les notions de base de conception hygiénique en ramenant un peu plus de détails et de profondeur dans l'expertise. Il y a encore beaucoup de marge d'amélioration. Vous en êtes tous, si on faisait un chiffre de 0 à 100 sur la conception hygiénique, le curseur est au début, au milieu Un peu beaucoup passionnément à la folie, un peu beaucoup passionnément, j'ai envie de dire. Mais en fait, heureusement qu'il y a encore de la marge d'amélioration, puisque comme disait Driss tout à l'heure, on a des sites qui ne sont pas au même niveau d'expérience. Et donc, il y a des sites qui sont très avancés, d'autres qui ont du chemin à parcourir. On est là pour les accompagner. Mais c'est sûr qu'il y a de la marge de manœuvre. D'autant plus que, peut-être qu'Erwan va en parler plus tard, au sein même de l'HEDG, il y a des groupes de travail qui ne cessent de se construire et d'avancer sur les thématiques. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas des principes qui sont c'est pas figés. fini. Voilà. Et ça s'améliore aussi. Nos exigences, nos propres exigences s'améliorent. Les exigences qu'on avait il y a 10 ans, je suis sûre que ce n'étaient pas les mêmes qu'avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous êtes à 100, il faut peut-être aller jusqu'à 200. Quoi. Oui, c'est infini. Il faut toujours s'améliorer. C'est le principe avec lequel on gère aussi les usines, parce que les usines travaillent toujours avec le principe d'amélioration continue. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? C'est peut-être pas évident, mais est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on peut chiffrer les gains À notre niveau, c'est vrai qu'il y a l'indicateur coût de non-qualité, réclamation, mais nos chiffres à nous, ça va être nos résultats d'audit. Donc ça va pas être... voilà, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je vais peut-être passer la parole là-dessus à Erwan Billet, parce que c'est quand même important. Le thème du débat, c'était enjeux sanitaires et enjeux économiques. Est-ce qu'on a des chiffres à donner? Alors, comme disait Salwa, effectivement, c'est difficile de donner des chiffres. Ce qui est très important de comprendre, et Philippe l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on intègre une conception hygiénique idéale, ou le mieux possible, on va avoir un retour sur investissement. Et c'est là où on a la difficulté en entreprise de calculer ce retour sur investissement. Parce que quand on investit dans du matériel, je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand on investit dans du matériel, on ne peut pas calculer la diminution de consommation d'eau ou énergétique ou du temps de nettoyage, du temps de coût de maintenance, etc. C'est difficile de le calculer. Donc on évalue souvent à des gains sur certaines installations, je pense au CIP par exemple, on a réussi à faire des gains de 30% d'économie d'eau dans certains cas, en meilleure conception hygiénique. Mais ça dépend de l'installation, ça dépend du produit alimentaire, ça dépend de l'usine, de l'outil de production. Donc c'est compliqué, on a du mal à donner des chiffres, on est en train de travailler ça au niveau européen, avec le HEDG international, mais on a du mal, il faut qu'on arrive à trouver des chiffres par secteur d'activité aussi. Les laitiers, mais il y a aussi la viande, il y a la conserverie, etc. Et tous les secteurs sont différents. Et derrière, on va petit à petit y arriver, mais
le meilleur chiffre, c'est qu'à un moment, c'est l'industriel qui nous le donne, quand il nous dit à un moment donné, j'ai moins dépensé cette année. Voilà. Donc ça va être un de vos travaux pour 2017. Ah oui, ou peut-être même 2025, parce que ça va être très long. Je me tourne vers Olivier Courreau. Vous êtes quelque part le dernier maillon de la chaîne. Tout à fait. GSF, entreprise de nettoyage, c'est vous qui allez gérer toutes les embûches, tous les petits problèmes. Est-ce que déjà, vous êtes de votre côté confronté à des mauvaises conceptions qui vous amènent des problèmes spécifiques? Comment ça se passe dans votre métier? Oui, effectivement. Nous, on assure la propreté des équipements après la production, et donc du coup leur remise en propreté pour pouvoir démarrer une nouvelle production. Et ce qui est très pénalisant pour nous, ce sont effectivement des défauts de conception qu'on peut rencontrer et qui, par définition, vont nécessiter plus de temps à allouer au nettoyage. Et pour revenir et rebondir sur l'aspect économique des choses, qui dit plus de temps dans un métier de main-d'œuvre qu'est le nettoyage, dit effectivement plus d'argent. Des défauts de conception qu'on rencontre généralement et de façon assez régulière, ça peut être des défauts de pente, l'absence de pente qui ne permet pas d'avoir un bon écoulement des eaux, donc ce qui va nécessiter par exemple un raclage, pour être vraiment très technique, des corps creux qui vont retenir de la matière organique et qui posent aussi d'autres soucis, d'abord en termes de nettoyage mais surtout en termes de sécurité alimentaire, puisqu'on va devoir aller peut-être sur du démontage d'équipements pour accéder à ces niches, soit bactériennes, soit de rétention d'allergènes, qui ont un fort impact sur la sécurité alimentaire. Et au final, si je peux vous donner un chiffre, moi j'ai en tête un site où par soir, entre ce qu'on avait prévu et les défauts de conception qui engendrent un surtemps et un surcoût au nettoyage, on a quand même une enveloppe client qui perd à peu près l'équivalent de 15 à 18 000 euros par an à cause de ces défauts de nettoyage, de ces défauts de conception, pardon. Et comment vous faites justement pour négocier un contrat de nettoyage avec un industriel? Donc ça, il faut que vous l'anticipiez. Justement, ouais, ces 15 000 euros, ils peuvent être pour vous ou contre vous, si je puis dire. Tout à fait. Et c'est là où il faut qu'on marche vraiment main dans la main. Il ne faut pas qu'on fasse une étude de nettoyage, j'irais à la va-vite. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser toutes les machines, prendre le temps d'analyser aussi ce que peut nous mettre le client à disposition en termes de résultats, ce qui permettrait peut-être de cibler des soucis sur certaines machines. Et puis en déroulant le fil, on va peut-être analyser et aller jusqu'au bout, comme disait M. Asiani, trouver la cause racine qui peut être un défaut de conception. Et dans ces cas-là, c'est vraiment intégrer la nécessité complémentaire en termes de nettoyage, de démontage, pour pallier ce défaut de conception. Et vous, de votre côté, vous êtes force de proposition des fois? Oui, alors tout à fait, et c'est quelque chose qui commence vraiment... Comment vous faites pour être force de proposition, de dire à votre client, vous allez économiser de l'argent, donc du coup, ça vous fait du chiffre d'affaires en moins, quelque part aussi? Comment ça se gère tout ça? Notre grande force en tant que prestataire, c'est qu'on intervient quand il n'y a plus de production et plus personne dans les ateliers. Donc on voit beaucoup plus de choses que ce que peut voir la production. Au même titre, à la limite, que la maintenance, parce que c'est un peu la même cause, même combat avec la maintenance. On a des problèmes d'accessibilité machine qui sont les mêmes. Et donc là où on va être source de proposition, c'est justement fort de cette présence en production, on va pouvoir apporter un certain diagnostic, un autre regard au client pour pouvoir essayer d'améliorer l'aspect nettoyage. Forcément, c'est ce qui nous concerne, mais ce qui va aussi avoir un impact sur la production derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va profiter de votre expérience, donc on est là, allez, 1, 2, voire 3 choses à éviter? Les principales choses à éviter, comme je disais tout à l'heure, ça va forcément... Enfin, je rebondis dessus, mais c'est vraiment le gros problème, c'est quand même les corps creux. Et par extension, donc, comme je disais aussi tout à l'heure, tout ce que ça peut engendrer. On peut maîtriser parfaitement une prestation. Il nous arrive d'avoir des problèmes alors que tout est, tout est nickel. Et c'est là où on va se retrouver justement avec des problèmes de conception qu'on n'a pas forcément identifiés, que personne ne connaissait. Et quand on commence à démonter les machines, on se rend compte qu'il y a des rétentions de matière qui engendrent des soucis de contamination derrière. Ça, c'est vraiment le gros ennemi, et pour la production et pour le nettoyage. C'est le corps parce que creux. C'est l'ennemi invisible, du coup, ouais. C'est le corps creux. Après, il y a différentes typologies qu'on rencontre. Je parlais des pentes et de la rétention d'eau. Ça peut poser un problème puisqu'il va falloir évacuer l'eau. Un autre problème que ça peut poser, c'est plus par rapport à l'équipement lui-même, parce que s'il n'y a pas d'évacuation, il peut rester un peu de produit sur les équipements, et les surconcentrations de produits restant sur les équipements, s'ils ne sont pas évacués, peut engendrer de la corrosion de matériel. Et là encore, on a d'autres incidences en termes de capacité du matériel à résister dans le temps, ou d'inclusion de micro-organismes dans les crevasses ou les piqûres qui peuvent être incluses dans le matériel.
Quelle a été la pire expérience que vous ayez eue? Sans citer le nom du client, il va se reconnaître, on va peut-être éviter. Bah, les pires expériences, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de pire expérience parce que chaque site est un peu différent et heureusement qu'il n'y a pas de pire expérience parce que là, souvent quand c'est un problème de nettoyage, je leur disais, je le martèle, mais ça joue aussi derrière sur la sécurité alimentaire. Par contre, ça va plutôt être des points sporadiques où, comme je disais, on va maîtriser complètement une prestation, par contre on va toujours être mauvais. Et là, le diagnostic est hyper compliqué et on a besoin aussi du client pour avancer par rapport à ça, pour analyser l'environnement, ça peut être analyser les flux d'air, mais ça c'est différent, mais c'est la conception du coût de bâtiment, ça peut être une cause de contamination, analyser l'équipement lui-même pour détecter des problèmes de conception ou pas, mais en tout cas, pour aller au-delà seulement de l'aspect nettoyage. Et les clients, ils sont à l'écoute, en général? Globalement, oui. Globalement, oui. Et les plus grandes réussites par rapport à ça, c'est de réussir à faire modifier un équipement suite à des défauts qui ont été identifiés. Et généralement, on y devient tous gagnants. Alors, Erwan Billet, on va conclure sur le HEDG. J'ai des fois du mal à le prononcer. Déjà, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des produits qui peuvent être conformes? Est-ce que vous donnez un label? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que ça existe? Oui. Oui, alors. Je vous vois hocher la tête. Donc ça veut dire que je peux avoir un produit, un robot qui va être conforme? Ouais. Alors, en fait, le HEDG a développé une certification HEDG. Vous avez des centres certificateurs. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a 5 en Europe, dont un en France qui est l'organisme Actalia sur Saint-Lô, qui est le seul à pouvoir certifier du matériel en conception hygiénique et HEDG. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on certifie un matériel. On certifie une pompe, une vanne, mais on ne certifie pas... Pas la ligne. Voilà, une fois qu'on aura pris des produits séparément, ça ne certifie pas l'ensemble. Exactement. Même si on met deux matériels, je dirais, en ligne, alors qu'ils sont certifiés, ça ne veut pas dire que la ligne est certifiée, parce qu'il suffit simplement qu'il y ait une modification de la maintenance et vous n'êtes plus en conception hygiénique. Donc ça, c'est important de bien comprendre que le matériel qui est mis en place et qui est certifié, c'est simplement une certification du matériel. Pas une certification de l'entreprise, hein, on est aussi d'accord là-dessus. Et ce que disait Philippe Rizulière tout à l'heure, c'est aussi intégrer du matériel certifié, parce que c'est un gain aussi de qualité pour l'équipementier, mais aussi bien sûr pour l'industriel hein, qui va investir. Ben écoutez, je pense qu'on a fait un... Alors, je voudrais simplement rajouter, si vous le permettez, deux petites choses. D'abord parce que Salwa El-Janati, qui est aussi vice-président de l'HEDG en France, disait tout à l'heure qu'on a des groupes de travail. Et effectivement, notre association, comme le HEDG international, a pour objectif de faire évoluer la conception hygiénique, pas en France simplement, dans le monde entier. D'accord ? Et on est à l'origine des réglementations sur la conception hygiénique en Europe. Donc, les groupes de travail qui sont actuellement mis en place sont des groupes de travail qui regroupent, et c'est ça qui est intéressant dans cette structure, des utilisateurs, donc des industriels, des équipementiers, des centres de recherche, des consultants, et tout le monde va travailler sur une même problématique avec ses propres compétences. Et le but du jeu, c'est de faire avancer Schmilblick, comme on peut dire. Et comme disait Salwa, c'est qu'en gros, on essaye d'atteindre les 100, mais effectivement, la prochaine fois, ce sera les 200, parce qu'on fait évoluer petit à petit la conception hygiénique. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que on se rend compte que c'est vraiment un impact économique pour l'entreprise. C'est de plus en plus, la conception hygiénique va me permettre d'être beaucoup plus réactif et surtout compétitif par rapport à nos concurrents quand on est industriel. Et ça, c'est primordial. Alors, on a toujours peur d'investir trop ou trop cher, mais derrière, il faut voir ce que ça peut nous rapporter. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est une association, donc ça veut dire que tout le monde peut venir nous voir. On est au Hall 10, venir nous voir et adhérer à cette association. Et plus on sera nombreux, en France par exemple, et plus on va pouvoir travailler sur cette évolution. Bah écoutez, on va terminer sur cette minute d'auto-publicité, mais je crois méritée. Vous nous avez convaincu que la conception hygiénique était quelque chose d'important. Discriminons entre confrères et
Oui, une dernière phrase. Oui, Allez. simplement parce que j'avais promis au CEFIA de le faire. D'abord, les remercier du partenariat qu'on a cette année avec eux, parce que pour les 20 ans du CEFIA, on fête nous nos 10 ans au niveau du salon. Et en plus, on a, avec le CEFIA, on va créer à partir de l'année prochaine, donc c'est une annonce que je fais là, maintenant, tout de suite en direct, on crée à partir de l'année prochaine un trophée de la conception hygiénique qui sera remis au CEFIA. Qui sera pour que les équipementiers aussi s'engagent sur cette conception hygiénique. Donc je dis à tous les équipementiers et tous les fabricants de matériel et de produits qui sont sur le salon, venez nous voir. Dans quelques mois, vous pourrez récupérer le cahier des charges par rapport à ce concours. Et puis l'année prochaine, on sera content d'offrir un trophée par rapport à la conception hygiénique. Écoutez, je vous remercie. Je suis content d'avoir Merci soufflé les 10 bougies. Et merci de nous avoir convaincus que la conception hygiénique était quelque chose d'important, mais également une source d'économie. Merci. Merci.